Merci à vous d'être là. Merci beaucoup d'assister à ce webinaire. Vous êtes presque une centaine. Pour beaucoup, des structures de la pêche de loisirs, des fédés, des APPMA, d'autres unions de bassins, associations régionales, beaucoup de structures GEMAPiennes. Et on a également la chance d'avoir, des services de l'État, établissements publics administratifs, des associations, mais également des bureaux d'études, des universités, des parcs naturels. Donc merci beaucoup, pour votre intérêt, pour les CIMAP. Tout au long de la présentation, on va y avoir des temps d'échange, des temps de questions après chaque, partie et sous-partie. N'hésitez pas à utiliser il y a un onglet, Q&R, pour, poser vos questions. Donc on y répondra à la fin de chaque partie et sous-partie et à la fin de la présentation. Donc on va démarrer par, une présentation de Pierre-Gilles de Nanogil, de comment est construit l'outil, comment il fonctionne. Après, je vous présenterai la démarche, qu'on a mis en place depuis, près d'un an sur le bassin Rhin-Meuse. Et après, on ira dans le cœur du sujet, dans les interfaces, d'abord des CIMAP départementaux sur les différents modules, puis du CIMAP de bassin. Et après, on verra les perspectives autour de ces outils-là et qu'est-ce qu'on voit pour la suite avant de terminer notre webinaire. Voilà. Rapidement sur l'Union de bassin Rhin-Meuse, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Euh, donc, on est l'association, l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique sur le bassin Rhin-Meuse pour le nom complet, ou UBRN. On fédère les 7 FDA PPMA du bassin Rhin-Meuse et l'association migrateur Rhin-Meuse Migrateur. Et donc, nos objectifs, c'est de coordonner les actions des fédérations sur le volet milieu aquatique et de valoriser leurs données et leurs actions à l'échelle du bassin. Et très rapidement, pour qu'on soit tous d'accord sur le nom qu'on va utiliser aujourd'hui, vous connaissez certainement l'outil qu'on va vous présenter sous le nom web PDPG, parce qu'à l'origine, c'est un outil très tourné vers le PDPG, qui sont nos plans de gestion départementaux. Et petit à petit, l'outil a évolué, il s'est étoffé, il y a eu de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues. Donc, on a migré vers le nom géoportail qui englobait toutes ces facettes-là, mais qui pouvait porter à confusion, notamment avec le géoportail de l'IGN. Et donc, aujourd'hui, on utilise CIMAP, donc les systèmes d'information pour les milieux aquatiques, astacicoles et piscicoles. Et donc, un acronyme qui couvre toutes les facettes de l'outil et qu'on utilise pour les outils à la fois départementaux et de bassin. Je laisse la parole à Pierre-Gilles pour la suite. Excusez-moi, j'ai du mal à... Voilà, ça y est. Hop. Donc bonjour, voilà, Pierre Gissou, je me représente avec Nicolas Devater. On a créé il y a déjà 10 ans cette entreprise. Nous sommes basés à Bagnoul-sur-Mer, pratiquement à la frontière espagnole, dans les Pyrénées-Orientales. J'ai rajouté qu'on est en train de mettre en place une démarche Bicorp, donc c'est le RSE un peu international. Parce que en fait, le site est très très bien fait pour avancer sur cette démarche-là. Quand on a créé cette entreprise en février 2016, l'idée c'était finalement d'apporter le SIG, enfin des expertises SIG à des structures qui n'auraient pas forcément la possibilité d'avoir un sigiste en interne, sachant que le SIG, quand on ne le pratique pas tout le temps, est extrêmement chronophage. On s'est vite rendu compte qu'il fallait structurer les données et y apporter parfois de la qualité. Et puis, je vais vous raconter l'histoire. On a fini par faire des développements web, donc itératifs. Ça, c'est une phrase en fait qui indique qu'on ne s'arrête jamais en fait de développer. On est en communication permanente avec les fédérations de pêche qui nous font remonter des desiderata ou des bugs parfois au niveau de nos applicatifs. Alors là, je suis toujours un peu étonné parce que ça fait beaucoup de départements aujourd'hui. Bon, c'est grâce aux fédérations de pêche aussi, hein, qu'on en est là, puisqu'elles nous ont aussi permis de développer nos outils. Il nous reste là, enfin,
il nous reste. Les fédérations qui vont venir de manière pratiquement certaine, on a le Gers en 2026, très certainement la Haute-Loire et peut-être Pays de Loire vont se lancer aussi, ainsi que le département du Nord. Et puis, vous pouvez constater qu'on a effectivement deux unions de bassin, Reims, Adour-Garonne, et 3 associations régionales pour la pêche, qui sont l'AR Centre-Val de Loire, l'AR Nouvelle-Aquitaine et l'AR Provence-Alpes-Côte d'Azur. Petite particularité, on a dans le Cantal 4 structures gémapiennes qui ont le module de thermie et on devrait avoir une dizaine de structures extérieures à la fédération en Corrèze qui vont arriver aussi en 2026. Alors, le fameux système d'information sur les milieux aquatiques, astacicoles et piscicoles, j'ai souhaité en fait faire une carte, une cartographie du système d'information. Vous avez au centre le PDPG, qui est le module pour lequel on a été sollicité il y a 10 ans par la Fédération des Pyrénées-Orientales et de l'Aude un peu après. Sur la droite, vous avez en fait des modules qui se sont rajoutés, qui sont des modules plutôt opérationnels. Donc un module de thermie et un module de pêche d'inventaire, c'est les plus importants, auxquels on adjoint un module sur les espèces, pour le coup piscicole, un module de repeuplement et un module loisir pêche. Et sur la gauche de votre écran, vous avez les géoportails d'union de bassin ou les géoportails régionaux, ce sont à peu près les mêmes, qui finalement viennent récupérer, alors ça c'est symbolisé par les petites flèches, les données en les agrégeant pour faire des indicateurs ou des descripteurs communs. Le dernier arrivé, qui est en cours de déploiement et de test, c'est le petit module qui est rouge, que vous ne voyez pas très bien, qui s'appelle la GeoGED, qui a été commandé par l'Union de bassin Adour-Garonne, qui regroupe en fait tous les documents PDF que peuvent produire les fédérations de pêche, donc des rapports de pêche, des rapports de thermie, des rapports sur les contextes, ou éventuellement d'autres documents qui peuvent être versés. Donc en fait, ce sont des PDF géolocalisés avec un système de recherche dans ces PDF-là qui peuvent permettre d'accéder à une information. Vous avez aussi les petits ronds gris, donc ça c'est API EBO, les agences de l'eau, Géorisque, BNPE, l'INPN, ce sont tous les producteurs de données externes sur lesquels on va récupérer aussi de l'information pour le mettre à disposition dans les géoportails. Sur votre droite, on va parler un peu de l'hébergeur. Donc, l'hébergeur de nos données, c'est Infomaniac. Donc, c'est une société qui est en Suisse. C'est pas qu'on ait choisi la Suisse pour le secret bancaire, c'est parce qu'Infomaniac proposait des solutions qui nous allaient très très bien. On a une politique de sauvegarde où on a 2 sauvegardes quotidiennes que l'on garde 3 mois, et puis une sauvegarde mensuelle et une sauvegarde annuelle que l'on garde indéfiniment. Enfin, dans les contrats que l'on propose, on a quelque chose de très clair sur la propriété des données, c'est-à-dire que vos données ne sont pas réutilisées, ne sont pas revendues, et elles vous appartiennent et on vous les doit si vous nous quittez. Voilà, ça fait partie des clauses du contrat. Je voulais parler du flux de données qui était représenté par les petites flèches dans la diapo d'avant. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est important. Il faut arrêter de s'échanger des fichiers Excel, des fichiers de cartographie. Donc, si on part de la gauche de l'écran, on a pour le coup une application terrain sur tablette ou smartphone concernant les pêches d'inventaire. Ces données vont remonter. Alors, ça fonctionne hors zone 4G, hors zone Wi-Fi, hein. Ces données vont remonter dès qu'il y a de la connexion dans le module de pêche d'inventaire, donc dans une application technique. Donc, elles vont pouvoir être parfois implémentées parce qu'on ne met pas forcément, on ne récolte pas toutes les données sur le terrain. Ça, c'est des histoires hein, de fluidité de l'application.
Donc, elles peuvent être implémentées et puis après, on va calculer par exemple l'IPR dans l'application technique du module de pêche d'inventaire. On va calculer l'IPR, on va lancer le calcul. Et puis ensuite, ça va faire un flux vers le PDPG, qui était une application d'expertise au départ, mais qui devient une application de communication, puisque les fédérations de pêche peuvent partager leur PDPG. Et puis enfin, ben, dans cette application du web PDPG, enfin CIMAP, enfin du module PDPG, on a aussi l'agrégation de données externes et internes qui appartiennent au FEDE ou aux autres acteurs, comme Hubbo, enfin je les ai cités tout à l'heure. Et puis ensuite, on a cette fameuse coopération où vous pouvez effectivement demander à une fédération de pêche un accès à ces modules. Et donc là, on n'a plus d'échange de fichiers, on échange, il y a des flux de données, et puis éventuellement, on peut venir se raccorder pour voir ce qui se passe en fait sur ces modules-là. Alors, si on part du module PDPG, alors c'était le module le plus compliqué. On est parti, on a commencé par ce module-là qui est le plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il agrège une somme de données extrêmement importante, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit des données qui proviennent des FEDE. Donc, c'est pour ça que j'ai mis bancarisé, centralisé. Donc, bancarisé, ça, c'est les données de la fédération qu'on va bancariser. Et centralisé, c'est finalement les données qui proviennent de l'extérieur. Donc, ça peut être des données réglementaires, des données techniques, hein, données réglementaires comme l'arrêté de protection du biotope, des données techniques comme l'occupation du sol. Ça peut être aussi des données comme, alors pour les fédérations de pêche, les catégories piscicoles, des choses comme ça. Le but de tout ça, c'est d'avoir sous les yeux finalement une information qui est cartographiée dans la mesure du possible, si effectivement la géolocalisation existe. Mais pouvoir expertiser, hein, c'est simplifier un monde complexe, les cartes. En fait, le but des cartes, c'est de simplifier un monde complexe. Donc, vous avez des choses sous les yeux. Donc, il est plus facile, en fait, pour les fédérations de pêche, pardon, d'expertiser leur environnement à partir de ces données-là et après, éventuellement, d'avoir des décisions là-dessus sur des actions à mener concernant cet environnement. Et puis ensuite, on a la partie donc consulter, communiquer, partager, où bah, consulter, on a l'accessibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sur le web, vous pouvez y accéder de n'importe quel endroit qui a une connexion. Communiquer avec, parce que vous avez partagé votre donnée, vous pouvez voilà, communiquer aussi, et éventuellement coopérer. Parce que vous pouvez avoir, enfin, les fédérations de pêche ont des retours aussi des autres acteurs de l'eau par rapport à leur plateforme. Pour les images, vous avez à gauche une centrale hydroélectrique au milieu des pêches d'inventaire et sur la droite de la thermie, parce que même si c'est dans le module opérationnel, ça remonte dans le PDPG. Concernant le module de pêche d'inventaire, alors, j'ai mis sur la droite de l'écran voilà, une tablette et un smartphone. Donc, je vais me répéter un peu, mais voilà, il y a possibilité de saisir des données directement sur le terrain, hors zone 4G, hors zone Wi-Fi, avec une synchronisation des données a posteriori, ce qui évite une double saisie papier et puis papier informatique au retour au bureau. Le but donc de ce module-là, c'est bien de la récolte de la donnée dans un premier temps, mais après, c'est aussi un but, il y a un but de gain de temps. C'est-à-dire que il y a des calculs et des graphiques qui sont automatisés dans l'application. Il y a des rapports qui sont aussi automatisés et personnalisables. Et puis l'autre but, alors derrière, pour les calculs, j'ai mis la photo qui est au milieu, l'image qui est au milieu, c'est le calcul de l'IPR et de ses données associées. On gagne aussi en qualité. Alors là, excusez, hop, j'ai mon écran qui s'est éteint. Je reviens tout de suite. Voilà, pardon. Donc, on gagne aussi en qualité de la donnée petit à petit. Je dis petit à petit parce que
finalement, on s'est rendu compte au fil des années que les données, quand elles passent dans la moulinette de ces modules-là, acquièrent un peu plus de qualité qu'au démarrage. Gain de temps, gain de qualité, et puis voilà, une certaine homogénéisation aussi au final des pratiques, même si les territoires ont des pratiques différentes, on arrive quand même à avoir une certaine homogénéisation de ces données-là. Concernant le module de thermie, donc le module de thermie, je vous ai mis deux graphiques sur la droite, deux images. Une première, c'est une image du module de thermie, et la seconde en bas, mais Marie vous les présentera, c'est une image d'un indicateur dans le module d'union de bassin. Bon, l'idée, c'est de pouvoir importer donc les données des sondes en CSV relativement facilement. On a aussi un partenariat avec l'entreprise Squama qui fait des sondes de thermie temps réel. Alors, ce module-là, tout comme le module de pêche d'inventaire, c'est un module full web, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'utilisez pas du tout QGIS pour éventuellement créer une station, pour importer des données. Voilà, vous êtes totalement autonome sur ce module-là. Comme pour le module de pêche d'inventaire, on a des calculs automatisés, donc qui seront censés faire gagner du temps, enfin en tout cas on l'espère. Et puis c'est un module, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui est multi-acteur, c'est-à-dire que là, on a effectivement 4 structures dans le Cantal qui utilisent uniquement le module de thermie en partenariat avec la Fédération de pêche. Et en Corrèze, on devrait avoir une dizaine de structures qui vont arriver en 2026. Mince. Pardon. J'ai tout perdu, je suis désolé. Voilà, ici. C'est pas là. Voilà. Et enfin, le dernier module, mes excuses, donc c'est le module d'union de bassin. Alors, ce module-là va récupérer finalement les flux qui viennent des autres modules, hein. On a un trajet des modules opérationnels comme le module de pêche d'inventaire ou de thermie vers le module PDPG et puis aussi vers les modules d'union de bassin. Donc, ce module-là, finalement, va, comme vous voyez sur la partie droite de votre écran, créer des descripteurs ou des indicateurs spécifiques selon le besoin. Alors, c'est j'allais dire des fédérations de pêche et des unions de bassin. Finalement, tout le monde peut éventuellement, dans la chaîne fédération de pêche, union de bassin, naviguer d'un module à l'autre. Dans ce module-là, on va donc agréger la donnée, créer des descripteurs et des indicateurs et surtout valoriser ces choses-là, cette donnée-là, sur des territoires hydrographiques. C'est-à-dire que là, vous voyez sur l'image que je vous ai que j'ai mise qu'on a le type de territoire bassin versant structurant, mais on peut avoir des territoires plus petits, on peut avoir des sous-bassins versants. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez changer de territoire, l'indicateur va se recalculer au territoire. Voilà, j'ai fini ma présentation. Désolé pour les petits bugs, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Pierre-Gilles. Et oui, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va prendre quelques minutes, le temps que vous puissiez les taper et qu'on puisse y répondre. Et s'il y a des questions qui concernent spécifiquement tel ou tel module sur la mise en forme, on y reviendra par la suite quand je vous présenterai directement les modules dans l'interface. Félix Rodin qui a une question. Je ne sais pas si on peut activer le micro. Oui, allô?
Oui, Ah c'est oui, bon. allez-y. Oui, on a la conversation qui est désactivée pour la réunion, donc on peut pas écrire dans le chat. Vous n'avez pas l'onglet Q et R? Ah, alors moi, non, j'ai que la conversation. Je vais activer la conversation pour tout le monde, comme ça, si jamais vous n'avez pas l'onglet, vous pouvez pire mettre dans le chat. Mm. Et voilà, Moi, cependant, beaucoup. ma question, du coup, je la pose à l'écrit ou je peux vous la poser à l'oral? Non, allez-y, allez-y. Voilà. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Félix Audin. Je suis technicien rivière à la communauté de communes Marque-Montagne-Moselle. Et je voulais savoir, par rapport à l'application que vous disiez pour le module, enfin, sur la présentation de module pêche d'inventaire, vous avez déjà l'application mobile pour rédiger, pour insérer les inventaires qu'il y a eu? Oui, oui, elle existe. Ouais, si tu veux répondre, Pierre-Gilles, en réactivant ton micro. Non. L'application existe, les PD la prennent bien en main. Là, je vous montrerai tout à l'heure dans le module pêche d'inventaire, les pêches qui ont été rentrées là pour 2025 sur notre territoire, elles ont été rentrées par les fédérations directement sur la tablette pour beaucoup. Ok. Et parce que du coup, c'est disponible sur Android et iPhone? Android. Ah, qu'Android, Ouais, ok, Android, c'est plus et simple. même même s'il y a des tablettes sous Windows, ça fonctionne aussi. Pierre, si tu veux préciser. Non, c'est disponible tous les deux, sur les deux. En fait, ça n'utilise ni Android, ni iPhone, ni iOS. Donc, en fait, vous pouvez avoir n'importe quelle tablette, n'importe quel téléphone, ça fonctionne dessus, sans souci. D'accord, très bien, merci. Merci pour la question. Si vous avez d'autres questions. Il y a Coraline qui demande dans le chat, là, concernant les mêmes droits, les droits et les accès. Ouais, Préciser. ça va être dans la partie juste après, on va répondre à ça. Et si ça, c'est pas assez précis, il faudra pas hésiter à reposer la question. Alors, est-ce que d'autres, voilà, il y a une autre question sur l'interface GeoGED. Euh, ok, il y a des questions sur comment ça se présente. Pierre, si tu veux un peu détailler GeoGED, ça n'existe pas encore chez nous, mais voilà. Alors, la GeoGED, c'est. Alors, quand vous verrez la démonstration de Marie tout à l'heure qui va donc couvrir les modules, on a en fait une carte où on a des points sur cette carte-là. Chaque point, bon, ils sont parfois agrégés, puisque là, sur l'Union de Bassin d'Or-Garonne, on a 3800 PDF qui ont été. Enfin, qui sont consultables, on va dire. Euh, c'est une carte avec des points sur un territoire. Et sur la gauche, vous avez un volet. C'est un super filtre en fait. Et vous pouvez chercher votre document parce que chaque document en fait est balayé par une IA qui va récupérer des métadonnées à l'intérieur et des mots-clés, des dates, des auteurs. Et vous allez pouvoir finalement consulter ce PDF en saisissant vos propres mots pour essayer de les trouver. À chaque fois que c'est un filtre qui est cumulatif, donc à chaque fois que vous allez saisir un mot, un second mot, etc., vous allez voir qu'il y a moins de points sur la carte. Et voilà, si c'est une espèce, vous allez avoir tous les rapports où cette espèce est citée. Si vous rajoutez un territoire, ça va le réduire au territoire. Voilà, ça vous permet de chercher ces expertises-là. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup pour les précisions, Pierre-Gilles. Il y a une question sur les poissons migrateurs dans le chat. On en parlera sans doute à la fin sur les perspectives. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion. On n'a pas encore cet outil-là à disposition. Ouais, il y a une autre question dans le chat. Je pense que tu pourras répondre, Pierre-Gilles. L'outil d'interface est-il issu de LeaseMap ou avez-vous développé votre propre outil? Nous avons développé notre propre outil. Ouais, est-ce qu'il y a encore quelques questions? On va passer à la partie suivante. Et si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, on aura un temps de questions générales à la fin. Vous pourrez revenir sur certains points.
Je vais donc vous présenter la démarche qu'on a mis en place, nous, sur le bassin Rhin-Meuse depuis un an. Tout ça, c'est né d'un besoin pour les fédérations et pour l'Union de bassin Rhin-Meuse, notamment sur bancariser toutes les données, parce que les fédérations produisent beaucoup de données, que ce soit piscicole, thermique, où elles ont des plans de gestion. Et donc, il y avait un besoin d'harmoniser la façon dont on bancarise les données et de mutualiser les outils pour qu'elles puissent toutes un peu parler le même langage et utiliser les expériences des autres fédérations. Aussi une volonté de valoriser les données sur le territoire, les données et l'expertise, notamment les plans de gestion. Et une envie de gagner en efficacité sur le traitement des données. Ça peut parfois être lourd de saisir plusieurs fois les données dans plusieurs bases de données différentes, d'en faire ensuite une cartographie. Ça peut parfois être très lourd. Et enfin, l'envie de partager aux partenaires, de montrer ce qui est fait et de pouvoir informer plus facilement les partenaires du bassin. Et comme l'a présenté Pierre-Gilles, les CIMAP correspondaient vraiment bien à tous ces besoins-là, notamment pour centraliser à la fois les données de pêche et les données thermiques, parce que souvent les fédérations avaient deux bases de données séparées, et donc là on a un outil qui peut réunir les deux. Le module PDPG permet de valoriser les plans de gestion départementaux qui avant étaient envoyés sous forme de PDF, etc. Et là c'est beaucoup plus dynamique comme façon d'interagir avec la carte. C'est un outil qui est déjà, on le voyait sur la carte précédemment, qui est déjà utilisé dans plusieurs autres fédérations. Et nous, toutes les fédés du bassin sont parties en même temps sur cet outil-là. Donc, il y avait un retour d'expérience qui était très intéressant et qui a beaucoup aidé à la mise en place. Pierre-Gilles a parlé de rapports générés automatiquement, d'applications terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les fédérations puissent gagner du temps et optimiser leur temps de terrain et leur temps au bureau pour la gestion de leurs données. Et enfin, on va le voir juste après, c'est vraiment facilitant pour partager les données aux partenaires, les données piscicoles, les données thermiques et les données de plan de gestion. Sur le partage justement de ces données-là, ça se fait avec des codes d'accès. Chaque fédération peut générer des accès pour les différentes structures et les différents partenaires. Les fédérations ont également la possibilité de sélectionner quel type d'indicateurs ou quelles données sont partagées à telle ou telle structure. Également le temps de partage, si parfois ça peut être juste des partenaires qui ont besoin de données spécifiques sur le temps d'une étude, par exemple, on peut donner des accès pour 1 mois, 2 mois, 1 an. Et enfin, on peut sélectionner le territoire qui est partagé. Par exemple, si une fédé veut partager les codes d'accès de son CIMAP à un syndicat de bassin, elle peut le partager uniquement sur le territoire concerné par la structure. Toutes ces données-là, elles sont bien sûr la propriété des fédérations et elles seront mises à disposition à titre gratuit. En tout cas, c'est ce qui est fait pour l'instant. Et il y a des conventions qui seront mises à disposition par l'Union de bassin pour les fédérations qu'elles pourront choisir de proposer à leurs partenaires pour cadrer justement cette mise à disposition des données, sachant qu'il n'y a pas de copie, de reproduction ou de diffusion possible sans l'accord écrit de la fédération ou des fédérations concernées et qu'il n'y a pas de sous-licence possible. Une structure ne peut pas donner ses codes d'accès à une autre structure. Il faut toujours repasser par la fédération pour demander de nouveaux codes d'accès. J'espère que ça répondait à la question qui était posée précédemment. Donc nous, ça fait 1 an qu'on travaille avec les fédérations et avec Nanogis pour pouvoir faire cette transition vers les CIMAP. Il y a eu un gros travail fait au sein des fédérations sur la mise en forme des données historiques, sur la création de couches SIG pour les intégrer au CIMAP. Ça a aussi lancé une dynamique sur l'actualisation des PDPG. Il y a plusieurs fédérations qui sont en cours de mise à jour sur notre bassin. Et donc, on a mis en place des réunions mensuelles pour pouvoir discuter de ces problématiques d'actualisation de PDPG, pardon, et de basculement vers le CIMAP pour pouvoir avancer ensemble, mettre en commun les problématiques rencontrées, les solutions qui ont été trouvées. Donc, ça a été beaucoup de travail pour les fédérations sur cette dernière année. Et ça nous a permis d'ouvrir 7 CIMAP départementaux avec les données piscicoles et thermiques historiques qui sont déjà en ligne, ainsi qu'un CIMAP de bassin sur lequel il y a une dizaine d'indicateurs qui sont encore en construction, mais je vais vous présenter ça, après. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là
sur ce qu'on a pu mettre en place là pendant un an. J'espère que ça a bien répondu à la question de l'accès des données. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a déjà certaines qui ont été posées. Voilà, pareil, on peut prendre quelques minutes pour répondre à vos questions avant de passer dans les interfaces directement. Voilà. Faudra pas hésiter à reposer des questions quand on sera dans les interfaces. Vous aurez certainement beaucoup plus de questionnements. Je vous partage le reste tout de suite. Voilà. Alors, on va commencer par, je vais vous présenter 3 modules, le module PDPG, le module page d'inventaire et le module thermie. Donc, avant toute chose, avant de rentrer dans les modules, on arrive toujours sur la page d'accueil, la page de connexion, parce que je rappelle qu'il faut des identifiants et des mots de passe pour se connecter au CIMAP. Donc là, on est sur le CIMAP de la Fédé des Vosges. Donc voilà, nous, on a des identifiants pour l'union de bassin et à chaque fois, il y a ce pop-up qui s'ouvrira pour rappeler que c'est toujours en mise à jour continue. Donc s'il y a des doutes sur la mise à jour des données, il faut se rapprocher directement de la fédération. Voilà, et donc ensuite, on arrive sur les différents modules qui existent. Et là, si on sélectionne le module PDPG, donc toujours pour les Vosges, on arrive sur la carte du département. Où on voit un découpage. Là, les polygones que vous voyez, ce sont les contextes qui sont nos unités de gestion. Voilà, donc ce découpage-là est réalisé par la Fédération départementale des Vosges pour son plan de gestion. Et on peut ensuite sélectionner un contexte pour avoir les informations liées à ce contexte-là, voilà, sur le volet qui est à gauche. On se retrouve avec une interface avec plusieurs onglets dans lesquels on peut naviguer. Donc, c'est des onglets qui sont remplis par la fédération, notamment sur le diagnostic, donc, voilà, le diagnostic écologique, l'état des lieux. Voilà, toute cette synthèse-là, c'est l'expertise de la fédération qui est ici. On a également une partie des informations qui sont rentrées automatiquement. Par exemple, là, on voit les linéaires de chaque cours d'eau, on a les surfaces de plans d'eau, etc. Ça, c'est des choses qui sont rentrées automatiquement avec des croisements de couches pour avoir ces informations-là directement. Là, les fédérations n'ont pas besoin d'aller les rechercher. Donc voilà, il y a différents onglets qui détaillent l'état des lieux, le diagnostic, les pressions qui sont exercées sur le contexte et donc les préconisations de gestion qui en découlent. Tout ça, c'est le plan de gestion de la fédération. On peut également retrouver des photographies du contexte pour avoir une idée de à quoi ressemble ce territoire. Et on a également accès à de la bibliographie rattachée au contexte. Donc ici, par exemple, on peut voir la fiche contexte de ce contexte-là. Je l'ai ouvert ici. Donc là, ça reprend, c'est un PDF en fait qui est extrait des différents onglets. Donc on retrouve exactement ce qu'on a dans l'interface en PDF. Donc si jamais on a besoin de le transmettre sous ce biais-là, c'est également possible. On retrouve les différentes cartes sur les différents sujets. Et ensuite, on peut voir les statistiques sur l'ensemble des contextes. Si on a besoin d'avoir des informations sur tout le département. Donc là, on a une carte. Pardon? Vous voyez pas mon écran Ah, bon, tout va bien. On a donc une carte. Là, par exemple, pardon, j'affiche l'état actuel des contextes. On peut également afficher les domaines piscicoles ou la gestion piscicole préconisée. On peut décider d'afficher ou non certains contextes pour se concentrer sur une zone spécifique. Et ces cartes et graphiques sont évidemment exportables si on a besoin de les mettre dans d'autres types de documents. Et on peut également voir ici la liste des préconisations d'action qui sont disponibles sur le territoire. On a une petite question là sur les échelles de réflexion. Est-ce qu'on peut afficher une échelle bassin-versant? Eh ben ça, c'est tout l'objet du CIMAP de bassin.
C'est pour ça que le CIMAP de bassin existe. On y viendra à la fin quand j'aurai présenté les 3 modules. Je passerai à la présentation du CIMAP de bassin. Pour revenir sur les préconisations d'action, là, c'est sur le territoire le- de- du contexte qu'on regardait. On peut les classer par thème, qui sont les thèmes d'usage, par priorité, par statut, etc. Si on revient sur la carte, on peut également afficher d'autres types de données. Sur le volet à droite, on peut afficher, là on a différents fonds de carte et on a d'autres types de données qu'on peut afficher ici, sur l'hydrographie, sur la géographie. On peut distinguer plusieurs types de données. Il y a des données publiques en libre accès que Nanogis a pu directement récupérer pour les faire figurer dans le CIMAP. C'est le flux de données dont Pierre-Gilles parlait tout à l'heure. Il y a des données qui viennent directement des fédérations, par exemple les catégories piscicoles. Là, je parlais pardon, de données publiques en accès libre. On a par exemple les masses d'eau DCE, ça en fait partie, ou dans les mesures réglementaires, les zones Natura 2000. Hop, là, on voit qu'on en a 26 sur ce territoire-là, mais je peux les afficher à l'échelle de tout le territoire. Voilà, si on dézoome un peu, on voit toutes les zones Natura 2000 liées au département des Vosges. On a ensuite donc des données qui viennent directement des fédérations. Donc, par exemple, les catégories piscicoles. Donc là, on est de nouveau sur le contexte que je regardais. Si on veut savoir précisément ce qu'on regarde, on peut ouvrir la légende. Et là, on voit que on est sur des cours d'eau de première catégorie piscicole. Et enfin, il y a des données mixtes, c'est-à-dire qui viennent de référentiels publics et en accès libre et qui sont implémentées par les fédérations départementales pour préciser tout ça. Par exemple, on a les stations d'épuration dont l'équivalent habitant, les coordonnées géographiques sont récupérées par Nanogis, mais ensuite les fédérations peuvent noter, préciser s'il y a un impact sur la population piscicole ou non. Donc, quand on clique sur une station d'épuration, on a une fiche comme ça qui s'affiche avec quelques informations. On pourrait ajouter l'arrêté préfectoral et on peut noter s'il y a un impact ou pas, quel type d'impact, à quelle fréquence, différentes observations que la fédération peut ajouter. C'est également le cas de ces données mixtes des obstacles à l'écoulement, où là, pareil, c'est le référentiel ROE qui s'affiche. Et les fédérations peuvent ajouter, si pour elles, ce sont des obstacles franchissables, difficilement franchissables, infranchissables. Et on a le même type d'interface avec, on peut ajouter des photographies ici, mais c'est le même type d'interface avec une fiche par obstacle, avec son code ROE, ses informations et des commentaires et l'expertise de la fédération sur cet obstacle-là. Enfin, on a des données de connaissance du milieu. Hop, voilà, où ça, ce sont les données de la fédération, par exemple les données piscicoles. Là, on peut voir les différentes stations piscicoles sur ce territoire, donc les stations de la fédération. Là, la couleur correspond, hop, je peux vous l'afficher à côté, la couleur correspond au peuplement, à l'état du peuplement piscicole. Et donc, on peut voir les différentes opérations. Hop, là, je prends une station qui a plusieurs opérations. On voit que ça date 2016, 2021, 2024. Là, sur la fiche, sur la carte d'identité de la station, avec une petite carte, quelques informations. Je peux cliquer sur la plus récente, par exemple, et là, on a des informations sur la station, sur les poissons les espèces qui ont été inventoriées et quelques détails de biométrie. Et on peut accéder, si jamais c'est rentré, euh, au rapport piscicole sur la station, qui peuvent être générés automatiquement dans le module pêche d'inventaire et donc qui ont toute l'expertise de la fédération pour comprendre la pêche. On a également les stations thermiques qu'on retrouve ici. Là, en vert, sont les stations thermiques de la fédération. Voilà, on voit l'interface. On a sur le graphique les dernières données. Donc là, c'est des stations très récentes mises en place par la Fédération des Vosges avec des relevés de 2025. Donc, on a sur le côté les statistiques descriptives du lieu de données, à quel moment ça a démarré, à quel moment ça a terminé, les températures maximales, moyennes, etc. Sur le graphique, on peut afficher d'autres années, voilà, pour pouvoir comparer.
On peut également afficher sur le graphique directement les 7 jours consécutifs les plus chauds, 30 jours consécutifs les plus chauds. Hop. Et après, on peut afficher les zones de confort d'une espèce, température létale pour une espèce. Je vous détaillerai ça également dans le module dédié à la thermie. Voilà, mais sachez que tout remonte dans ce module-là et tout est accessible directement dans le module PDPG. Voilà, et avant que je termine sur ce module-là, on peut également afficher les profils en long des cours d'eau. Là, si je prends la Moselle sur le département des Vosges, on a le profil en long en haut et une carte qui s'affiche en bas, là, qui charge. Voilà, où on voit le cours d'eau sur la carte. Et on peut ensuite afficher les affluents, par exemple, et les obstacles à l'écoulement. Là, on voit que les obstacles à l'écoulement, on en a 140 sur le cours d'eau de la Moselle dans le département des Vosges. Et on voit également ceux qui sont franchissables, difficilement franchissables, infranchissables, enfin, en tout cas, qui ont été expertisés comme tels par la fédération. Et on peut relier, on peut regarder directement sur le profil chaque élément. Voilà. Si vous avez des questions, je vais m'arrêter là pour le module PDPG. Si vous avez des questions sur ce module-là, précisément, avant que je passe au module de piscicole, je vous en prie. Il y a quelques questions, effectivement. Il y en a une à laquelle on a répondu déjà, donc sur le lien entre Nanogis et le CIMAP. Donc, Nanogis, c'est le prestataire partenaire qui a développé la solution. Et donc, nous, l'UBRM, on est leur client, partenaire et ami. Il y avait une question de Marie-Denis. L'état du peuplement correspond au classement de l'IPR ou s'agit-il d'une interprétation des FEDE en fonction de la connaissance du milieu? Il me semble que c'est différent de l'IPR. On a également un indicateur sur l'IPR que je vous présenterai dans le CIMAP de bassin. Il s'agit effectivement de l'état perturbé, dégradé et conforme, donc qui est celui communément admis dans les PDPG. La franchissabilité des obstacles à l'écoulement correspond-elle à celle définie par l'OFB ou s'agit-il de l'expertise des FEDE? C'est l'expertise des FEDE. Dans le référentiel RE, à notre connaissance, il n'en est pas spécialement question. Et c'est vraiment les FEDE qui, sur le terrain, vont pouvoir voir, ou avec leur connaissance de leur territoire, vont pouvoir ajouter cette mention-là. Et notamment ajouter des photographies pour pouvoir montrer les endroits où c'est franchissable ou non. Est-ce qu'il y a des passerelles qui ont été créées quand même avec la base de données ICE, qui n'est pas exhaustive du tout du côté de l'OFB, mais qui existe quand même? Est-ce qu'il y a des ponts qui ont été faits au niveau des RE? Ou est-ce qu'on est que sur de l'expertise? Là, on est sur de l'expertise FEDE pour compléter en fait, les fédérations complètent directement sur le CIMAP. Ok. Il n'y a pas de passerelle pour l'instant dans l'autre sens. Toujours sur la franchissabilité, l'info-franchissabilité se fait sur quelles espèces? J'imagine que ça dépend des fédérations, mais je ne sais pas. Ça sera certainement à poser la question à chaque fédération. Oui. Voilà. On reviendra plus longuement Oui, on là-dessus. pourra en reposer Ouais, la il y a question. Pierre qui veut compléter la réponse. Oui, en fait, il y a un petit encart observation dans la franchissabilité du REE que les fédérations de pêche peuvent remplir pour préciser finalement leur classification. Elles peuvent tout à fait dire, à un moment donné, c'est sur l'apron, effectivement, l'apron, il ne passe pas, donc pour moi, c'est important et je décide, enfin, à dire d'expert, que ce seuil est infranchissable ou pas, ou difficilement franchissable. Et c'est possible dans ce cas-là de préciser également les espèces là où les espèces auxquelles on s'intéresse. Pierre-Gilles, il y a une question de Donat Tassan à laquelle tu peux répondre sur les liens qui existent entre cendres, Hubbo. Est-ce que tu la vois la question, Pierre-Gilles, ou est-ce que tu comptes la Je lire? suis en train de la chercher. Je suis en train de la chercher. La région est en train de mettre l'Observatoire de l'eau également. À cela s'ajoute l'actuel AERM, Cendres, France, Hubbo. Avez-vous des échanges avec des acteurs pour les partages des données, le revois entre plateformes, avoir les mêmes référentiels? Alors, avec la région, non, pas spécialement. Bon, par contre, effectivement, les données en accès libre des agences de l'eau, du Cendre, de Hubbo, effectivement, on va aller chercher ces données-là.
Mais voilà, moi j'ai pas de lien aujourd'hui avec la région. Je ne sais pas ce que c'est qu'Hydroscopia, donc je regarderai avec attention ce que ça donne. Ok, je suis en train de regarder. Donc je connaissais pas, hein. Et je suppose qu'ils ont à peu près finalement les mêmes partenaires, hein. Donc je regarderai. L'idée générale, de toute façon, c'est d'éviter les doubles saisies, les triples saisies, et Ah oui. effectivement que chaque système s'alimente à court ou à moyen terme. Ok. Et Pierre-Gilles, peut-être sur la base de données ICE, pour être bien sûr, est-ce que il y a des passerelles qui ont été créées ou est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de passerelle, c'est pas une base de données en accès libre. Ok. Nous, on récupère en fait les données du RE qui sont en accès libre uniquement. Oui. Oui. Voilà, et il n'y a pas de passerelle effectivement avec les obstacles qui ont été protocolés ICE. Merci. Il y a une question d'Aurélia sur les conventions de partage des données. Alors, je suis en train d'essayer de remonter le fil. Donc, on avait fait la convention a été examinée par une avocate. Donc, a priori, on est plutôt réglo, mais dans tous les cas, il s'agit du partage, en tout cas pour les partenaires institutionnels, le partage à titre gracieux, donc à ma connaissance. Mais je compléterai ma réponse par écrit, Aurélia, si tu veux bien. Donc, on n'est pas concerné dans la mesure où c'est un partage à titre gracieux et et en plus il y a une expertise. Donc pour moi, il n'y a que les données brutes qui sont concernées. Donc, dès lors qu'on apporte une plus-value, on sort du champ de compétences. Mais, on affinera cette réflexion et on en discutera. On peut peut-être prendre une dernière Mm. question avant de passer Oui. au module qui suit. Euroscopia est en lien avec le projet de Vortex IO qui a été présenté hier à l'agence de l'eau à Dourgaronne. Donc, c'est pas arrivé encore dans le Grand Est. Donc, Tu m'as dit que c'était une dernière question. Ouais, peut-être une question rapide là, au niveau des profils. Alors ça fait partie des fonctionnalités que je trouve très intéressantes. Mhm. C'est partie de l'ancienne école où on faisait ça sur Excel, ça prenait autant de temps, etc. Est-ce qu'on peut exporter du coup ces profils potentiellement vers un format type Excel ou pas? Ou est-ce qu'on peut que l'exporter en image? Là, on peut exporter la carte. Pierre-Gilles, dis-moi si je me trompe, mais je crois que on peut pas spécialement exporter ça sous un format type Excel ou CSV. Non, Ok. non, on pourrait, hein. Voilà. Envisageable pour la suite, actuellement, ce n'est pas possible. Ok. Voilà, on pourra prendre d'autres questions. Je vais passer au module suivant, qui est le module de pêche d'inventaire. Ensuite, on fera le module thermie, puis le CIMAP de bassin. Pour le module pêche d'inventaire, on va partir dans le Haut-Rhin et aller voir le CIMAP de la Fédération 68. Donc, on retrouve le même. L'interface ressemble beaucoup au module PDPG. On retrouve la carte avec la délimitation en contexte et ce volet à gauche qui nous détaille les stations. On a en haut un super filtre cumulatif, c'est-à-dire qu'on peut rechercher. Là, par exemple, je peux décider de n'afficher que les stations de la Fédération du Haut-Rhin. Et ensuite, je peux aller chercher les opérations. Là, je peux filtrer par date. Je peux regarder les stations, par exemple, qui ont été pêchées en juin 2025 pour voir ce qu'on a. À savoir que pour beaucoup de nos fédérations, je le rappelle, ce qui a été pêché là en 2025 a été rentré directement sur la tablette sur le terrain et a été importé ensuite sur leur CIMAP. Donc là, on voit qu'on a on a deux stations pêchées en juin 2025. Hop, on peut ouvrir une station soit en cliquant dans le volet à gauche, soit en cliquant directement dessus. Et là, on peut voir l'appareil, l'affiche, la carte d'identité de la station avec une carte, avec quelques caractéristiques pour la station et la liste des opérations. Actuellement, il n'y a qu'une seule opération sur cette station-là. Donc, on peut cliquer dessus pour avoir plus de détails. Et on a à ce moment-là différents onglets. Un onglet de synthèse donc, qui résume la pêche, le matériel utilisé, combien de temps ça a duré,
etc. Et auquel peut être attaché le rapport de pêche. Je détaillerai après comment est-ce qu'on peut faire des rapports automatisés. Voilà. Et les rapports, dès qu'ils sont mis ici, ils sont remontés immédiatement dans le PDPG quand la station est finalisée. On a ensuite un onglet sur les espèces inventoriées, donc avec notre liste d'espèces, quelques indicateurs, des graphiques, voilà, sur les effectifs, les masses, voilà, histogramme de capture. Tous ces graphiques-là sont exportables par la fédération qui a les codes en écriture et elle peut ensuite les importer ailleurs dans d'autres fichiers si elle a besoin. Voilà, on a les détails de toute la biométrie avec d'autres types de graphiques. Les graphiques, on peut les modifier si on a besoin. Par exemple, là, je vois que une truite Fario, du coup, ça décale tout le graphique. Je peux enlever la truite Fario du graphique pour voir le graphique plus complet. C'est pareil là pour l'effectif sur les classes de taille. Je peux enlever certaines espèces qui vont voilà, et petit à petit ramener mon graphique plus centré pour mieux voir mon graphique. Voilà, et exporter si besoin est. Sur la pathologie, on a de nouveau d'autres onglets. Voilà, pour les fédérations qui notent toutes ces informations-là. Là, on a les différents indices. Donc, on voit que là, ici, sur cette pêche-là, c'est les chevennes qui avaient l'air d'être touchées par certaines pathologies. On peut voir là les statistiques. Voilà, on voit que c'était soit de l'absence d'organes, soit de l'érosion. On peut voir l'intensité de ces lésions-là. On peut ensuite filtrer si on a besoin directement par espèce ou par individu. On a des données sur l'habitat qui sont relevées par la fédération sur le terrain, sur les types de faciès d'écoulement et des observations. On a ensuite le calcul d'IPR. Ici, on a une classe de qualité moyenne. Et donc, on voit les valeurs observées, les valeurs théoriques. Et donc, pareil, tous ces graphiques-là sont ensuite disponibles dans les rapports. Et on peut avoir quelques photos pour la pêche, notamment des espèces pêchées. Voilà pour la navigation dans les onglets. Je vais ensuite vous emmener en Meurthe-et-Moselle également pour voir, si j'arrive à naviguer dans mes onglets, pour voir d'autres fonctionnalités de ce module pêche d'inventaire. Pardon, j'ai du mal à naviguer dans mes onglets. Là. Ça me permet de vous montrer les contextes interdépartementaux. Là, vous voyez qu'ici, on a des polygones en rouge qui sont les contextes de la Fédération 54. On a également des polygones en vert qui sont des contextes de fédérations voisines, ici dans la Meuse et dans les Vosges. Donc, c'est des contextes qui, des fois, débordent sur la délimitation du département de Meurthe-et-Moselle, où des fois, il y a des échanges de stations thermiques ou piscicoles. Et donc là, ça permet à la Fédération de Meurthe-et-Moselle de voir l'ensemble de son territoire et des territoires voisins. On retrouve le super filtre où on peut toujours filtrer pour ne voir que les stations de Meurthe-et-Moselle. Et là, par exemple, je peux filtrer sur une commune. Voilà. Et donc là, on voit que j'ai 4 stations sur la commune d'Allan. En passant rapidement dessus, on peut voir le nombre d'opérations et quelques détails d'opérations. Là, si je prends celle où il y en a le plus. Voilà. On arrive toujours sur la carte d'identité de la station. Et ici, la fédération peut voir les statistiques sur l'ensemble des opérations et peut donc comparer les stations. Là, par exemple, on peut comparer l'évolution des biomasses ou des densités. On peut comparer les effectifs. Là, il y a la truite qui est sélectionnée, mais on peut ajouter d'autres espèces. Voilà. Pour voir les différences entre les différentes pêches, on peut sélectionner quelles opérations on veut comparer. Actuellement, c'est seulement un comparatif des opérations d'une même station qui est disponible. Nanogis travaille sur un comparatif entre stations. Voilà, si je reviens là, on peut également, là, si je sélectionne la pêche la plus récente, par exemple,
hop, et que je veux voir dans mes espèces inventoriées et que j'ai envie de voir immédiatement aussi ce qu'il en était sur la pêche d'avant, en un clic, je peux passer sur la pêche précédente et comparer les listes d'espèces disponibles. On peut également, donc, je vous en parlais tout à l'heure, générer des rapports. Voilà, ici, on n'a pas de rapport qui a été généré, donc je peux regarder à quoi ça ressemble. C'est toujours le même canevas, mais les fédérations peuvent décider de modifier si elles veulent telle ou telle carte, si elles veulent telle ou telle information. Tout est personnalisable, y compris la couleur sur les graphiques. Voilà, quelles informations on veut rentrer là-dessus. Et à la fin, ajouter une expertise par la fédération, d'ajouter un texte. Pardon. Ouais. Euh, voilà pour pour le module. Hop. Voilà, je ne vais pas finaliser le rapport ici, je laisserai la fédération concernée le faire. Voilà, ces rapports-là sont ensuite directement renvoyés dans le module PDPG et donc consultables par les partenaires qui ont accès à ce module-là. Voilà, j'en ai fini avec le module pêche d'inventaire. Si vous avez des questions là-dessus, allez-y, peut-être qu'on en a déjà. Il y en a deux. Est-ce Ok. que les couches SIG disponibles, base de données, ça a bougé. On peut afficher les ouvrages aménagés, les sites modifiés dans le cadre de la GEMAPI, annexes, frayères, berges restaurées, les pollutions recensées, avec des poursuites judiciaires ou non. C'est très complet. Pour l'instant, non. On travaille sur les annexes et les frayères. On travaille actuellement dessus pour pouvoir afficher, par exemple, les arrêtés frayères et pouvoir afficher les inventaires annexes hydrauliques et frayères qui sont faits par les fédérations. C'est en cours de réflexion de notre côté et avec Nanogis. Pour le reste, on peut afficher les ROE directement. On retrouve ici les différentes choses qu'on peut afficher. Euh, mais pour Non, c'est le pas- reste, non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a d'autres questions? Et j'ai cru comprendre que pour le moment, toutes les données des fédés n'étaient pas remontées. Comment savoir si la remontée des données est complète ou pas? Ah, c'est une bonne question. C'est à ça que sert peut-être que c'était au démarrage, il y a un pop-up qui dit que tout est en cours de mise à jour. Euh, Effectivement, si vous avez un doute sur si tout a été remonté, s'il y a des choses qui vous paraissent manquer, il faut demander directement à la fédération, les contactant par mail ou par téléphone, de si telle ou telle donnée est bien à jour. Ici, sachez que quand les fédérations sont prêtes à vous partager leur CIMAP, les données historiques seront disponibles. Donc, notamment tout ce qui concerne les données historiques de pêche et de thermie, ce sera déjà en ligne. Le module pêche d'inventaire prévoit-il d'intégrer les pêches par point, type d'indice d'abondance et ou EPA grand milieu? On peut rentrer normalement tous les types de pêche. Corrige-moi Pierre-Gilles si je me trompe, mais on a des pêches par point, des pêches complètes, des pêches de sauvetage qui sont rentrées, des pêches d'inventaire juste sondage. Voilà, il y a plusieurs types de pêches qui sont mises dedans. Alors, Les deux je qui- vais Ouais, pardon. préciser, pardon. Donc, Oui, il merci. nous reste à mettre en œuvre les pêches aux engins. Et on est en train de faire là, ça a démarré, tout ce qui est indice abondance anguille, saumon. Et puis, on a le troisième, c'est Vigitruite, je crois, où on va le mettre en place parce que parfois, on n'avait pas eu de demande, en fait, hein, jusqu'à présent. Voilà, donc là, ça arrive, donc on va développer dans ce sens-là. Merci beaucoup pour la précision, Pierre-Gilles. On a deux questions qui se rejoignent. Peut-on cibler par espèce? Donc, oui, là, Ça, oui, tout à fait. Là, dans les effectifs, on peut cibler, c'est le super filtre, j'ai pas forcément été dans tous les détails, mais on peut cibler par effectif, par espèce. Là, si je veux je sais pas, que des pêches avec du rectangle. Bon, là, j'ai toutes également, hop, voilà, si je sélectionne toutes mes pêches. Et on peut cibler par rectangle de temps de telle taille, de temps de masse. Et pareil sur la biométrie, on peut cibler également là-dessus.
Et sur les extractions de données, après, c'est ça la question. Ouais. Les données les fédérations peuvent extraire leurs données au format CSV. Donc, si vous avez, en tant que partenaire, besoin de ces données-là, il faut contacter directement la fédération concernée pour demander une extraction des données qui vous intéressent. Et Mm. juste complémentaire, les structures hors fédération peuvent-elles également apporter des données d'inventaire qui pourraient être également diffusées sur ce CIMAP? C'est une très bonne question. Pour l'instant, c'est pas possible. Les CIMAP, ce sont les outils des fédérations. Donc, c'est uniquement leurs données qui sont dessus. Si si certains partenaires, si d'autres structures souhaitent avoir ce même type d'outils, notamment pour pouvoir partager des données avec les fédérations, elles peuvent contacter Nanogis directement pour réfléchir à une solution par exemple, sur la thermie, il y a d'autres structures gémapiennes qui ont des portails pour la thermie. C'est possible de réfléchir à une solution similaire pour les pages d'inventaire. Oui, du coup, j'avais une petite question. Moi, si je me mets à la place d'une structure type acteur Gmapien ou DDT qui aurait un accès que en consultation et pas en écriture, par rapport à toutes les fonctionnalités que tu as présentées, est-ce qu'eux auront la possibilité d'éditer aussi un rapport de pêche, de Non. comparaison? Non, les comparaisons d'opérations et de stations et l'édition de rapports, c'est uniquement pour les fédérations D'accord. et ça leur permet de compléter leur expertise. L'accès se fait-il par structure ou individuel? Ça, ce sera à chaque fédé de savoir si elle donne un code d'accès pour la structure et la structure le transmet à ses différents salariés ou est-ce que la fédération crée un code d'accès par salarié au sein d'une même structure. Ça, c'est chaque fédé qui pourra juger. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce module-là? Sinon, on va passer au dernier module, le module de thermie. Hop, là, on va retourner si j'arrive à passer encore une fois mes onglets. Avec le partage d'écran, c'est pas simple. Voilà, on retourne dans le haut-Rhin. Hop, où là, on voit donc toujours la même type d'interface, toujours les délimitations en contexte, et toujours ce volet à gauche avec le descriptif, enfin la liste de toutes les stations. Là, on voit qu'on a un maillage assez dense. On voit en vert les stations de la fédération, en orange les stations de l'OFB, et en rouge les stations de la fédération voisine, la fédération du Bas-Rhin. Donc, je peux également filtrer ici, décider de ne voir que les stations de la fédé concernée. Et je peux ensuite filtrer par contexte, par exemple, si je veux, n'avoir que les stations de l'île Amont. Quand on sélectionne une station, donc on arrive toujours sur un peu la carte d'identité de la station avec les caractéristiques générales. On peut ajouter de la documentation, une carte. Et on a accès au relevé thermique. Donc ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté sur le module PDPG. On a toujours la dernière année présentée. Donc là, la dernière année complète, c'est 2021 si je vous l'affiche. On a les statistiques descriptives de la station. On a un peu plus de statistiques additionnelles. On peut afficher un peu plus de choses, notamment les données brutes, la médiane. Là, je peux voir les 7 jours consécutifs les plus chauds, 30 jours consécutifs les plus chauds. On peut donc toujours afficher plusieurs années pour comparer. Et je peux là toujours afficher les statistiques additionnelles. Là, par exemple, on voit que en 2021, les 7 jours consécutifs les plus chauds ont été presque 2 mois plus tôt qu'en 2020. Voilà pour ce qu'on peut voir un peu. On peut également, j'enlève pour qu'on y voit plus clair, on peut également ajouter des températures, enfin une plage de confort. Là, par exemple, si on affiche pour la truite Fario, on voit que là, par exemple, pour 2020, ça a un peu dépassé la zone de confort. Et si on regarde pour la température létale, toujours pour la même espèce, là, par contre, on n'a pas atteint la température létale. Voilà, ça permet de voir un peu. Et là, si j'essaie de voir pour l'ensemble des relevés, les statistiques sur l'ensemble des relevés, voilà. Là, j'ai toute la chronique de données. Donc, on voit ici qu'on remonte jusqu'en 2014. On a donné de 2022 à 2014 avec un petit trou en 2016-2017. Et donc, on peut remettre d'autres statistiques additionnelles. On peut remettre, là, si je remets mes plages de température,
on voit que en fait 2021 c'était une année particulièrement fraîche et que c'est régulier sur ce cours d'eau-là qu'on dépasse la température de confort de la truite. Voilà, tout ça, on peut exporter le graphique en ayant ajouté plus ou moins de choses sur le graphique. Voilà, et ensuite la fédération, elle peut générer des rapports, donc ça ressemble beaucoup à ce qui est disponible sur le module pêche d'inventaire. Si vous voulez revoir, je pourrais vous présenter ça après. Et on peut également, la fédération, éditer, la station éditer les relevés thermiques. Là, par exemple, j'ai toute la liste des années sur lesquelles on a des données. Je peux par exemple prendre la dernière année complète. Donc là, j'ai toute la chronique de données. Et il y a un système qui permet d'activer la procédure de détection. Donc, c'est-à-dire que le CIMAP, dedans, ont été rentrés les critères de validité du projet Tigre 1. Et donc, en fonction de ces critères-là, le CIMAP regarde si les données sont cohérentes ou non et elle met en surbrillance les données ou potentiellement aberrantes. Et c'est après à la main, à la fédération, de qualifier ou disqualifier certaines données qui sont ou ne sont pas aberrantes. Voilà pour la correction des données. Je vais ensuite vous emmener dans la Meuse, où on trouve également ce même type-là. Là, on a des stations en grise parce que ce sont des stations qui sont actuellement inactives. Les sondes ont été relevées pour la maintenance, mais on a d'autres types de stations ici, avec un petit pictogramme à droite, qui sont des stations Squama. Pierre-Gilles parlait du partenariat avec l'entreprise Squama, pardon, qui fait des sondes connectées. Donc là, c'est des stations qui sont avec ce type de son. Donc on retrouve exactement la même chose avec donc les relevés thermiques, avec des photographies de la station. Et on peut accéder directement au portail Squama. J'ai ouvert par ici. Voilà, donc on arrive sur le site de Squama et on peut visualiser. Eh ben là, ça ne veut pas marcher, mais on a la visualisation normalement en temps réel des données. Sur le portail de Squama, mais toutes les données sont rebasculées au bout de 15 jours sur le portail de Nanogis. Donc là, on voit qu'on a les données déjà de 2025 et de mi-octobre voilà, sur la plateforme. Après, c'est la même chose, on retrouve les mêmes statistiques possibles. J'en ai fini pour le module de thermie. Est-ce que vous avez des questions sur ce module-là précisément ou sur les CIMAP départementaux avant qu'on bascule sur le CIMAP de bassin? Alors, deux questions. D'où proviennent les informations concernant les températures de confort et l'étal? Est-ce que cela prend en compte la capacité d'acclimatation des poissons? Ouais, bah ça, Pierre-Gilles, est-ce que tu peux nous dire d'où viennent ces données-là? Du projet Tigre 1. Ok, merci. Et donc, bah, ça sera certainement peut-être mis à jour avec le projet Tigre 2 qui est en cours qui est en cours. Toutes les fédérations du bassin Rameuse ont partagé effectivement leurs données dans le cadre du projet Tigre 2. Est-ce que les informations sur la méthode de calcul de différents indicateurs métriques sont renseignées quelque part sur le CIMAP? Donc Pierre-Gilles, c'est pareil, je sais qu'elles y sont. Donc, Alors, on les donne. Il n'y a pas une documentation exhaustive, on va dire, qui est accessible aujourd'hui sur la façon dont on calcule. Alors là, on va parler de Carl-Straub ou de Lurie pour effectivement les densités de poissons. Donc on peut répondre à la demande parce que c'est dans notre documentation interne là-dessus s'il y a un besoin de précision, mais en tout cas ce n'est pas mis à disposition. Par contre, sait-on quelle méthode est utilisée? Oui. Si tu peux retourner sur un module de pêche éventuellement, Marie, prendre une Oui, pêche. je vais arriver. Voyons si voilà une pêche complète. Attends, je dézoome un peu parce que je ne sais plus quel filtre j'ai utilisé. Là, je dois avoir le rectangle, voilà, c'est ça. Ok. Il me semble que celle que j'avais tout à l'heure était complète. Ouais, c'est une pêche complète. Voilà. note Là, la donc, fluidité au passage. Ouais.
Alors, mais tu n'as pas le. Voyons, fait espèce inventoriée. La méthode n'a pas été estimée là. Bon, normalement, dans la méthode, il y a Carl-Strup, Delury et l'efficacité de la pêche. Voilà, qui peut être visible au moment de l'échantillonnage. Mais tu n'as pas l'accès administrateur pour qu'on puisse faire une démo Non, pas sur ici. sur ce truc-là. Mais voilà, sinon, effectivement, Si, c'est possible que je l'ai là, pardon. Si, je l'ai. alors fais éditer cette opération. C'est une opération récente ou pas là? 2025. De 2025, oui. Va dans échantillonnage. C'est plus bas. Mhm. Là. Et non, tu n'as pas, tu vois, tu peux pas refaire un échantillonnage en fait. Ok. Bon, sinon on aurait pu le montrer, on aurait pu le montrer là. Mais oui, en fait, on a l'information. J'en profite pendant qu'on est sur le module de pêche, on avait une petite question sur l'intégration des données EFB. Est-ce que c'est juste possible de montrer à l'écran la différence de symbologie? Oui, bien sûr. Je vais passer un peu vite dessus, mais effectivement, il y a également les données OLB qui sont disponibles là, qui sont les points violets là sur la carte. Et qu'on peut filtrer de la même manière que les données des FED. Ce qui rejoint un peu la question de Frédéric. En fait, sur un département, il peut y avoir plusieurs opérateurs qui font des pêches électriques. Lui, il prend l'exemple de la Fédé du Bas-Rhin et de l'association migratrice. Mhm. En fait, forcément, par nature, on ne peut mettre que les données publiques et les données qui nous appartiennent. Mhm. Dans la mesure où R2M, pour l'instant, n'a pas intégré la dynamique CIMAP, donc on ne peut pas intégrer leur pêche. Et donc, effectivement, pour un partenaire, il faut consulter les deux structures. Donc, on espère qu'un jour, à terme, on pourra avoir toutes ces données sur une même plateforme, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres questions? Sinon, on va passer au CIMAP de bassin. Donc notre dernier CIMAP. Voilà, donc le CIMAP de bassin, c'est pareil, il faut des codes d'accès pour y accéder. Et l'intérêt de cet outil-là, c'est justement d'avoir une autre échelle. Tout à l'heure, quelqu'un demandait s'il y avait des données à l'échelle du bassin. C'est tout l'intérêt de cet outil-là. On a le même type d'interface, on retrouve la carte au centre. On a également ici les fonds de carte qu'on peut changer, les données qu'on peut ajouter en parallèle. Et sur la gauche, on retrouve le panneau avec les différents indicateurs. Donc ici, on a différentes échelles. Donc là, on est à l'échelle du bassin Rhin-Meuse. Je peux afficher à l'échelle du bassin Rhin, du bassin Meuse, des bassins versants topographiques, donc qui sont une échelle déjà un peu plus fine, jusqu'à descendre jusqu'aux bassins, les sous-bassins versants topographiques, qui sont un autre référentiel voilà, qui se rapproche des masses d'eau. Voilà, si on reprend sur le bassin Rhin-Meuse, voilà, on peut afficher. Là, on voit nos différents indicateurs. Je vais revenir rapidement sur la thermie on y était juste avant, la évolution de la thermie des cours d'eau. On voit donc les différentes stations qui s'affichent. Donc en rouge, ce sont les stations actives des fédérations. En gris, c'est les stations inactives des fédérations. En orange, les données d'autres partenaires, donc ici l'OFB. On retrouve dans le volet l'indicateur, donc ce que Pierre-Gilles avait sur sa diapo plus tôt dans le webinaire, où là on voit avec un dégradé de couleur les différents mois les plus chauds, les plus froids. Voilà, ça c'est en train d'être affiné comme indicateur. Mais voilà, on peut filtrer par année, par mois. Et après, on retrouve dans les stations le même type d'interface que ce que je vous ai présenté juste avant. Ensuite, on va changer d'indicateur et changer d'échelle. Enfin, il y a déjà une question Non, c'était juste au passage noter le nombre de stations et la Oui. puissance du réseau des structures de la pêche. Il y a 428 stations qui suivent la thermie à l'heure actuelle. Tout à fait.
Tout à fait. Le réseau est assez dense et ça a été, on a pu le remarquer en faisant tout ce travail-là, de voir tout ce que les fédérations avaient mis en place depuis plusieurs années. On peut regarder un indicateur qui est très récent, indice poisson rivière, donc l'IPR. Euh, hop. Là, on peut voir, là, on voit que celle de 2025. Je peux en sélectionner sur plusieurs années. Là, là, je vois toutes les stations piscicoles. Je peux sélectionner uniquement les stations qui ont un calcul d'IPR qui a été fait. On voit là dans le volet l'évolution à la fois du nombre de stations, du nombre d'opérations sur lesquelles il y a eu des calculs d'IPR et également du résultat de ce calcul d'IPR. Et on peut ensuite voir là les différentes stations, combien toujours d'opérations il y a eu. Là, par exemple, je peux cliquer sur la station. Je vois que j'ai plusieurs opérations sur différentes années avec des calculs d'IPR sur les 3 dernières. Et donc, on a là l'évolution de l'IPR sur cette station-là. On voit que ça s'est dégradé entre 2018 et 2020. Et on a là, pareil, la répartition des classes d'IPR en pourcentage. Voilà pour l'IPR qui est très récent et donc qui sera amené à se développer. Là, les fédérations qui ont de plus en plus d'IPR, on voit là, le nombre d'opérations concernées qui augmente. Donc ça, c'est des données qui sont issues directement des CIMAP départementaux et sur lesquels on prend les stations, on prend les données, on fait des calculs pour avoir ces indicateurs-là. On a également, je regarde juste à quelle échelle je vais vous mettre pour que ce soit intéressant. Un autre indicateur, mais qui là est disponible uniquement sur le CIMAP de bassin, qui sont les données du réseau ONDE, donc l'Observatoire national des étiages. Là, on voit par exemple, si on se met, là, on est sur un tronçon de la Meurthe. Là, on voit toutes les stations entre 2012 et 2025, et là, ça affiche les dernières stations. Pareil, on peut filtrer en fonction des années, on peut filtrer en fonction des mois ou du type d'écoulement répertorié. On peut sélectionner une station comme pour l'IPR et voir là l'évolution sur cette station-là. On voit qu'on a eu plusieurs types d'écoulements repérés entre 2011 et 2025 où il y a eu des relevés dessus. On peut là voir que majoritairement on a eu des écoulements visibles mais faibles ou visibles acceptables sur cette station-là et qu'on est descendu au plus bas là en 2018 sur un ASEC. Ouais, en automne. Voilà, et je vais terminer par un dernier indicateur. Je vais nous ramener à l'échelle du bassin Rhin-Meuse. Euh, voilà, on va parler d'hydroélectricité, qui est un indicateur qui est rempli par les fédérations, qui actuellement, vous voyez, est en cours de complétion. C'est un travail qui est un gros travail fait par les fédérations. Là, ça a été fait sur la fédération des Vosges. On voit les stations hydroélectriques qui ont été remplies. Euh, voilà, ça va être rempli par la suite par d'autres fédérations. On peut s'approcher, cliquer sur chaque station pour avoir un peu de détails. Cet indicateur-là est vraiment intéressant parce qu'il n'existe pas de référentiel sur l'hydroélectricité à l'échelle du bassin. Et donc, chaque fédération remplit avec l'aide des documents fournis par la DDT pardon, les emplacements des centrales hydroélectriques, leur puissance, etc. Ça, on peut même après voir des projets qui sont en cours, des stations qui étaient là mais qui n'existent plus. Voilà, c'est un très gros travail mené par les fédérations sur ce point-là. Voilà, j'ai fait le tour de quelques indicateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le CIMAP de bassin, si vous voulez qu'on parcourt d'autres indicateurs ensemble. Voilà, on vous lit dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions déjà Petite question sur les ASEC, mais je pense que tu y as répondu avec la présentation. Et dans Oui. la continuité de cette question-là, est-ce qu'il y a moyen d'afficher les pêches de sauvetage ou pas? Là spécifiquement, non, pas à l'échelle du bassin. On peut voir ça. Ouais, Pierre-Gilles, si tu veux préciser.
Alors, je voulais juste préciser d'abord une première chose, pardon, c'est que dans chaque indicateur, vous avez la méthodologie Oui, qui est bien sûr. consultable pour voir comment il a été fabriqué. Voilà. Ici, vous avez la Voilà, par exemple méthodologie ici. avec l'objectif de l'indicateur. Concernant les pêches à afficher, on ne peut pas effectivement afficher les pêches d'inventaire. On ne peut passer que par l'aire de répartition piscicole, qui aujourd'hui est un outil qui va être un peu mieux développé parce que voilà, il n'est pas assez, enfin, cet indicateur-là n'est pas assez, n'est pas bien, enfin, il manque des choses. Donc là, ça devrait sortir en fin de semaine, la nouvelle aire de répartition piscicole par année. Mais bon, effectivement, sinon, on n'a pas des pêches de sauvetage aujourd'hui qui sont affichables là. L'idée générale, c'est que l'expertise reste en fédération et donc il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques, hein. Donc les fédérations ont fait les opérations, connaissent les rivières, connaissent les opérations et donc elles sont les plus à même de renseigner les partenaires sur ces opérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent sur les CIMAP, sur l'interface dans la navigation? Non, pour l'instant. C'est clair. Oui. Est-ce qu'on va revenir à la présentation au diaporama pour terminer tranquillement? S'il y a d'autres questions sur les interfaces, on aura un temps d'échange à la fin, donc il ne faudra pas hésiter à revenir dessus. Je vous repartage le diaporama tout de suite. Peut-on déjà faire des demandes d'accès? Vous pouvez faire des demandes. Chaque fédération pourra répondre. Euh, pardon, chaque fédération, certaines sont déjà prêtes à partager, ou c'est déjà le cas, notamment dans les Vosges. D'autres, c'est en cours, il reste quelques détails à, à remodifier, à ajuster avant les partages. Donc chaque fédération partagera en temps et en heure avec ses partenaires, mais vous pouvez toujours envoyer une demande pour avoir des accès. Les demandes historiques, enfin les données historiques et autres données publiques, de toute façon, sont accessibles. Voilà, c'est ça. Il y a déjà pas mal de choses ce qui est en cours de mise à jour. Ce sont souvent les PDPG ou les dernières données de l'année. Voilà, donc pour résumer et faire une synthèse de tout ce qu'on vient de voir sur les CIMAP, on distingue bien deux CIMAP, les CIMAP départementaux et les CIMAP de bassin. Sur sur les CIMAP départementaux, on a des modules, on a une application terrain donc sur tablette et là dans les interfaces que je vous ai présentées, on a des modules techniques avec les suivis thermiques, les pelles d'inventaire dans lesquels on peut générer des rapports automatiques qui vont remonter ensuite dans le module d'expertise et de communication, donc le module PDPG, euh, qui est partageable aux partenaires pour avoir toutes ces informations-là. Et dans le CIMAP de bassin, on distingue des indicateurs. Donc on a, là, vous voyez, je les ai divisés en plusieurs parties. On a des indicateurs qui sont disponibles dans les CIMAP départementaux déjà, mais qui là permettent d'avoir une vision à l'échelle des bassins, à l'échelle des bassins versants, sous-bassins versants, etc. On a des indicateurs qui prennent leur source dans les CIMAP départementaux et sur lesquels il y a des calculs qui sont faits pour sortir des choses un peu différentes sur l'IPR, sur l'aire de répartition piscicole, sur la richesse spécifique. Et enfin, on a les données de ondes qui sont disponibles spécifiquement dans le CIMAP de bassin. Avant d'aller plus loin, juste, on a une question sur les données sur les plans d'eau, sur les lacs, pardon. Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a des données sur les lacs et les plans d'eau. Si on parle de plan de gestion, ce sera dans le module PDPG. Pour certaines fédérations, ce sont des contextes, donc des unités de gestion à part entière. Donc il y a une fiche dédiée avec les mêmes informations que ce que j'ai pu vous montrer sur le contexte de la Moselotte dans les Vosges. S'il y a des pêches effectuées, elles apparaissent également dessus. Pareil, s'il y a d'autres types de données, voilà, des sondes. Voilà, il y a effectivement les données sur les CIMAP. Et du coup, sur tout ce qui est fonctionnement de lac, sinon, les sondes, elles sont pas, c'est pas des sondes uniques, c'est des chaque sonde avec profondeur, enfin, avec
une succession de sondes sur la profondeur. Est-ce qu'il y a des représentations spécifiques dédiées au sujet-là via l'outil? Pour l'instant, ouais, on n'a pas eu on n'a pas eu le cas Ok. chez nous d'un suivi avec ces sondes-là. S'il y a eu des suivis ponctuels, ça apparaît dans la documentation qui sera liée au contexte Ok. directement. Il n'y a pas de module là qui existent ou qui sont en réflexion, par exemple. Non, pour l'instant, il n'y a pas de module dédié au lac. Ce sont des contextes à part entière. Ils n'ont pas exactement le même fonctionnement au moment où on les crée que des contextes cours d'eau ou des contextes canaux. Voilà. D'autres questions? Non? Alors, on va finir par les perspectives autour des CIMAP. En perspective relativement court terme, il y a une plaquette de présentation qui reprend un peu les éléments de la présentation qu'on vient de vous faire, euh, que vous pourrez recevoir par vos fédérations, elles pourront vous les envoyer à l'issue du webinaire quand elles seront prêtes à vous les partager. Et également, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en répondant à la question, les partenaires, vous pouvez faire des demandes d'accès aux fédérations ou à nous, Union de Bassin Rameuse, pour recevoir des codes de connexion qui vous seront partagés quand les fédérations seront prêtes à ouvrir leur CIMAP à leurs partenaires. Et pour les autres perspectives, là, je laisse Pierre-Gilles reprendre la main pour les perspectives de Nanogis. Alors, pour les autres pas facile à dire, perspectives. Bon, les exports et flux, là, c'est toujours... voilà, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des besoins accrus d'export ou de flux. Il y a des discussions qui sont menées aujourd'hui sur ces fameux exports. Est-ce qu'on peut tout ouvrir, pas tout ouvrir? Enfin, voilà, ça nous concerne pas forcément, mais en tout cas, on est dans les starting blocks pour éventuellement améliorer tout ça. Pour les modules existants, comme je vous l'ai spécifié en début de webinaire, ils sont améliorés voilà, constamment. On s'adapte aux besoins des fédérations de pêche. Et puis, développement de partenariats, eh bien, voilà, c'est ce que je vous ai dit avec la Corrèze, où on va avoir très certainement d'autres structures qui vont venir s'abonner au module de Thermi, comme dans le Cantal où ça existe déjà. Pour les modules futurs, il y a des discussions sur des modules travaux, il y a des discussions sur un module ADNE, sur un module poisson migrateur, et puis la GeoJet, elle est dans les perspectives, mais en fait, elle est déjà en route. Il y a des tests qui doivent être effectués encore par les utilisateurs avant que ça soit complètement finalisé. Et enfin, le module écrevisse qui devrait voir bientôt le jour, je pense en 2026. Voilà, ça c'est pour vous donner à peu près un aperçu des demandes que l'on a émanant des fédérations de pêche. Merci beaucoup, Pierre-Gilles. De notre côté, Union de Bassin Rameuse, on travaille également avec Nanogis sur le développement du module écrevisse. Tout ça est en cours de réflexion. Dans d'autres perspectives, il y a évidemment la perspective de la diffusion de l'outil auprès de nos partenaires. On est également en cours de valoriser les données qui sont sur les CIMAP à la fois départementaux et le CIMAP de bassin à travers des articles scientifiques ou autres rapports. On est en partenariat avec un chercheur du LIEC, donc le laboratoire interdisciplinaire des écosystèmes continentaux à Nancy. Il y a notamment une première publication qui est en cours sur la présentation de l'outil et d'autres qui pourront voir le jour en répondant à différentes questions sur la thermie des cours d'eau, sur les espèces exotiques envahissantes, des patrimoniales. Voilà, pour valoriser toutes ces données-là qui pour l'instant n'ont pas encore été utilisées dans des publications. Et enfin, travailler sur ces CIMAP-là, c'est aussi mener un travail cohérent à l'échelle du bassin avec les fédérations. Là, le prochain chantier en cours, je vous en ai un peu parlé déjà, c'est l'hydroélectricité, sur lequel les fédérations vont pouvoir travailler là en 2026 pour faire en sorte que cette couche-là soit complétée intégralement. Et après, ça amènera d'autres projets communs au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là de perspective avant qu'on revienne sur des questions plus générales? Oui, il y a Arnaud Santis là, qui réagissait sur l'aspect thermie. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être une passerelle à créer entre le CIMAP et ce qui a été fait du côté du pôle éclat et les différents dashboards qui sont très bien conçus aussi sur
le volet thermie sur plan d'eau et biologie sur plan d'eau. Mhm. Peut-être qu'il y a juste un pont à créer entre les deux, Oui. multiplier les portes d'entrée et que les gens puissent être redirigés vers le pôle éclat sur le sujet plan d'eau sans forcément parler d'un module spécifique, Mhm. quoi. Ok. Ouais, très bien. On note, ce sera intéressant à regarder. D'autres questions spécifiquement sur les perspectives ou est-ce qu'on va directement aux questions générales? Dans les perspectives, ce serait bien de connaître les ouvrages effacés ou ceux équipés. Oui, tout à fait. Ça, c'est le cas sur tout ce qui est hydroélectricité. C'est beaucoup plus précis dans le module PDPG. On peut voir mais ça concerne uniquement tout ce qui était centrale hydroélectrique. On peut voir les ouvrages qui sont là où il y avait des ouvrages, mais il n'y en a plus, les ouvrages qui sont en projet. Voilà, c'est beaucoup plus précis sur le module, pardon, la couche qui est dans les CIMAP départementaux. Une question de Cyrielle Gour. Les modules sont-ils des options payantes ou bien le prix comprend l'ensemble des modules? Pour les associations régionales, les CIMAP seraient-ils les mêmes que celui des unions de bassin? Pierre-Gilles, tu veux répondre sur le modèle économique? Oui, alors ce sont des options payantes. Donc vous pouvez prendre en fait le module PDPG qui va comprendre le module espèce et du coup le module thermie, ça c'est pour les fédérations de pêche, mais vous pouvez prendre aussi que le module thermie. Vous pouvez prendre aussi que le module pêche d'inventaire éventuellement, tout en sachant que derrière il y a quand même une intégration de vos territoires. Et aussi de tout ce qui est référentiel hydrographique. Aujourd'hui, pour les AR et les UB, le CIMAP est le même. Gage aux AR UB de choisir les indicateurs qu'ils veulent voir ou ne pas voir sur leur territoire. Ils ont la possibilité de faire ça. Oui, la différence également, c'est le découpage. Nous, on peut découper là en bassin. C'est pas exactement le même découpage sur les aires, redécouper en département, etc. On a une question de Frédéric Schaeffer. Est-ce qu'il y a des échanges nationaux sur les outils CIMAP pour que cette interface ne soit pas dépassée par une autre demandée par la FNPF ou autre interface? Il y a un outil de messagerie qui permet une communication entre toutes les fédérations qui ont cet outil-là. C'est vraiment, ça s'appelle CatChat. C'est très pratique à la fois pour discuter directement avec Nanogis, mais également pour discuter entre nous, entre fédérations, poser des questions, faire remonter des fois des bugs ou des points d'amélioration. Il y a également quelque chose qui est intégré directement dans les CIMAP, qui est une sorte ou un bouton sur lequel les fédérations peuvent cliquer pour demander une amélioration et d'autres fédérations peuvent voter pour faire remonter dans les propositions celles qui les intéressent le plus pour que ce soit celles qui soient considérées en priorité. En fait, la question portait davantage sur l'adéquation entre le SI pêche développé par la FNPF ou d'autres supports et l'outil CIMAP Web PDPG. Donc, a priori, il n'y a pas concurrence, elles sont complémentaires. Nous, les fédés ou l'Union de bassin avaient besoin d'un outil métier pour tous les éléments qu'on a exposés, expertise, communication, du travail fait par les fédés, et la FNPF a besoin d'un outil national. Donc, chacun avance à sa vitesse. Le CIMAP avance plutôt vite parce que il y a un partenaire qui est réactif et on a un pouvoir de production important. Mais lorsque le SI pêche sera efficient, eh ben, on peut imaginer qu'il y aura des tuyaux qui seront créés. Mais pour l'instant, on avance et le moment venu, on collaborera. Bien sûr, on n'est pas, on est des structures membres de la FNPF et on n'est pas l'un contre l'autre. Félix, pour être sûr de l'utilisation lors d'une pêche d'inventaire des personnes des APPMA ou des fédés sont là, c'est à eux d'intégrer les données où les acteurs GEMAPI peuvent aussi le faire. Je pense. Euh, Hmm. sur des pêches fédées, n'importe, s'il faut que quelqu'un soit formé à utiliser l'application de Nanolus sur des pêches fédées et pour rentrer les informations, mais
A priori, n'importe qui connaît la tablette peut rentrer les pêches, mais c'est uniquement les pêches de fédération. Les pêches faites par d'autres acteurs GMAPI. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour l'instant, le CIMAP, c'est l'outil des fédérations. Si d'autres acteurs veulent rentrer leur pêche, ils peuvent voir avec Nanojust pour créer un équivalent pour eux. Et dans ces cas-là, il pourrait y avoir une communication, si la fédération est d'accord, pour communiquer les pêches dans les deux sens et qu'on voit apparaître les pêches sur les deux interfaces. De toute façon, les droits en écriture resteront du côté des fédés. Oui. Et les portails seront partagés en consultation auprès des acteurs GMAPiens et autres. Et donc, il n'y aura pas possibilité de modifier la donnée pour ces acteurs-là, quoi. Tout à fait. En quoi consistent les perspectives concernant les poissons migrateurs? Quel type de données à intégrer sont envisagées? On peut faire une réponse à double échelle nationale et échelle bassin. Pierre-Gilles, à toi l'honneur. Alors, donc techniquement, là, moi, j'ai rencontré pour le moment des associations de poissons migrateurs, Migado et Migradour. On a discuté de l'adaptation des outils à leur métier, c'est-à-dire comment on va pouvoir, nous, faire en sorte que, par exemple, le module de pêche inventaire puisse s'adapter aux pratiques des associations de poissons migrateurs, donc en rajoutant le comptage vidéo, des choses comme ça, à voir comment on va faire. Donc on en est encore sur ces discussions techniques-là. Ces deux associations se sont connectées sur le module de pêche d'inventaire de la Fédé des Pyrénées-Atlantiques pour avoir encore cette réflexion-là. Donc on est encore au stade de la réflexion, voilà. Qu'est-ce qui est de l'ordre du développement nouveau, de l'adaptation au module existant, voilà. Comment on va procéder pour que ça puisse coller. Voilà, donc on est encore, on tâtonne encore pour trouver le bon chemin avant de se mettre à développer. Et à l'échelle plus locale, bah, effectivement, nous, ça nous semblerait pertinent d'avoir des indicateurs poissons migrateurs, saumon, anguille, à l'ose. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un partenariat, qu'on réussisse à finaliser un partenariat avec R2M, qui est la structure incontournable et expert sur tout ce qui est suivi et étude des migrateurs. Quels sont les tarifs, Pierre-Gilles? Je ne sais pas si... C'est vaste comme question. Oui. Par module, tous les modules, comment, enfin, moi je peux vous les lister là, je ne sais pas si c'est hyper pertinent, je peux prendre un devis et vous lister les tarifs. Je pense qu'on pourra le joindre. Ouais, ou un joindre, ouais, on soit, fera une plaquette de tarifs à ce moment-là sur ces différents modules. Voilà. C'est le moment de le dire, mais sur Rameuse et sur d'autres bassins, clairement, l'outil a pu être développé grâce à l'appui financier de l'agence. Donc, je profite pour remercier. C'est sûr que pour des structures telles que les nôtres, ça a un coût. Après, en termes de gains, il y a une automatisation des rapports, il y a une homogénéisation des rapports, il y a une puissance de l'outil qui font gagner aux salariés un temps certain. Donc, l'un dans l'autre, c'est un coût, mais j'ai l'intime conviction que chaque structure s'y retrouve en termes de fonctionnement et en termes de crédit que l'outil leur permet d'avoir. Concernant les suites d'opérateurs, y a-t-il une interface prévue et ou des discussions ou réflexions concernant le futur outil national en cours de montage via l'OFB? Aurélia a commencé à répondre dans le chat en dessous. Effectivement, il y a un lien qui se fait là-dessus avec l'outil de l'OFB et notamment avec le projet Tigre 2, pareil. Donc, nos fédérations ont partagé leurs données là-dessus. Plusieurs fédés, donc bah, il y a Aurélia, il y a Marie Petiteville aussi, il y en a d'autres des fédés qui font partie du groupe de travail et qui suivent tout ça de très près. Et Tigre 2, effectivement, beaucoup de fédés avaient déjà partagé leurs données dans le cadre de Tigre 1 et dans le cadre de Tigre 2, encore plus ont partagé ces données. Clairement, en ce qui concerne Rameuse, le fait d'avoir un CIMAP, ça a favorisé le partage de ces données. Emmanuel Caron, la consultation est-elle payante? Alors,
clairement, dans le bassin Rameuse, pour les partenaires institutionnels, techniques, État, la consultation est gratuite. On est des partenaires et en plus, encore une fois, c'est des données qui sont souvent susceptibles d'être subventionnées. La question est encore en cours d'interrogation sur les bureaux d'études qui utilisent des données pour de la prestation payante. Et donc là, on a des questions d'ordre philosophique où on veut valoriser nos données, mais dans tous les cas, et quel que soit le partenaire, bien sûr, et c'est l'objet principal de la Convention, il s'agit de respecter la propriété intellectuelle et de sourcer les données. Vous voulez compléter? Oui, petite question par rapport à tout ça. Si je me mets à la place d'un bureau d'études qui ferait une prestation pour un maître d'ouvrage public, est-ce que par l'intermédiaire dans le cadre de sa mission, via une convention, il pourrait accéder à ces données-là? On ne s'est pas posé la question. Donc, j'imagine que dans ce cas, Parce que la commande est publique. voilà, ouais. Et Le pour maître moi, oui. d'ouvrage, je peux demander, ouais, Ouais. dans tous les cas. Mais pour une fois, on produit de la donnée. Il faut que le travail et de terrain et la production intellectuelle soient respectés et valorisés. Et pas économiquement. Juste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les perspectives ou des questions plus générales? Pour l'instant, on arrive au bout du chat. La présentation, là, que vous venez de voir, vous sera envoyée, ainsi que les réponses écrites à certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Voilà, ainsi que quelques autres documents, ça vous sera envoyé avec l'adresse que vous avez utilisée pour vous connecter aujourd'hui. Et au niveau du webinaire, vous avez dû voir, il est bien enregistré. Il sera du coup partagé notamment sur la chaîne de l'Agence de l'eau, sur laquelle on rediffuse tous les webinaires, et puis ensuite potentiellement aussi par le bassin. Bon, dans quel cadre ça se fera, mais en tout cas, il sera disponible en replay. Si on peut clôturer. On tenait à remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont suivi ce webinaire, qui ont posé des questions. Merci beaucoup pour votre intérêt pour ces outils-là. Merci beaucoup à l'Agence de l'eau pour la co-organisation de ce webinaire et le soutien financier pour la mise en place de ces outils-là. Merci beaucoup à Nanogis pour leurs outils, pour l'aide à la mise en place de ces outils-là qu'ils nous apportent. Et je profite aussi pour remercier les fédérations qui ont fait un énorme travail vers cette transition vers les CIMAP et sans qui ce ne serait pas possible d'avoir tous ces outils-là aussi complets qu'ils le sont aujourd'hui. Et moi, je tenais à remercier publiquement Marie, qui est la cheville ouvrière et qui entretient la dynamique à l'échelle du bassin Rameuse. Et avant de la remercier encore davantage, je l'interroge une dernière fois. Si on fait des commandes de pêche électrique à la Fédé, les données ont-elles vocation à intégrer le CIMAP? Il y a un partenaire extérieur qui fait une commande, ça veut dire que les données appartiennent à la personne qui l'a commandité, donc les données n'appartiennent pas à la fédération. Donc on retombe sur cette histoire de partenariat d'outils. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Virgile, un dernier mot? Non? Oui, alors je vais répondre aussi à la question. Si effectivement la Fédération de pêche est maître d'ouvrage Y a pas de concernant souci. une pêche, on va dire privée, elle peut effectivement utiliser l'outil et mettre les données, mais la diffusion, si ça remonte sur le PDPG, alors à ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait une convention de signer. Mais tant que c'est la fédération de pêche et opérateur de la pêche, elle peut tout à fait utiliser les outils pour des pêches extérieures. Voilà, ce qui est gênant, c'est quand des fédérations de pêche saisissent des données qui ont été réalisées par d'autres producteurs. Parce que la fédération de pêche, quand elle pêche, elle est producteur de données. Pour être bien clair. Moi, après, je voulais juste vous remercier
voilà, de nous permettre d'être visibles, et puis de partager finalement tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. C'est chouette et puis c'est vrai que le travail qu'on fait a du sens. Voilà, au niveau de l'environnement, même si on est la tête dans nos écrans et nos claviers, on a vraiment l'impression quand même de servir, une partie de la sauvegarde de l'environnement. Voilà. Donc merci à l'Agence de l'eau et merci aux fédérations de pêche, aux UB et AR qui nous accompagnent depuis 10 ans. Merci Pierre-Gilles. Ok, bah écoutez, merci à tous d'avoir assisté. Dernier mot, Timothée? Non, ben, merci à tous, c'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous aura convaincu. En tout cas, de notre côté, on l'est fortement et on continuera d'appuyer que ce soit le module de l'Union de bassin des fédérations ou que ce soit des modules extérieurs du type le module migrateur, par exemple. Ça, c'est des choses qui forcément nous intéressent aussi. Donc, voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Eh ben, merci Merci à beaucoup. tous et à très bientôt lors de réunions ou encore mieux le long des cours d'eau. À bientôt. Merci de votre intérêt. Au revoir.